sommes aujourd'hui dimanche 16 avril 2023. Et nous allons parler ce matin comme thème la Côte d'Ivoire 20 ans et le massacre des innocents. Souvent, on dit, mais pourquoi le pasteur, il est pasteur et il parle politique? Mais qui d'autre est mieux placé pour expliquer aux politiciens leur rôle et leur défaillance? C'est les pasteurs, c'est les imams. Ce sont des gens qui sont habilités à expliquer aux politiciens si ce qu'ils font est bien ou si ce qu'ils font est mauvais. C'est écrit dans la Bible. Il y avait des gens auprès des rois et ces sages-là étaient des gens qui étaient mieux placés pour guider ces personnes dans le bon sens. Donc, on est dans notre rôle. Et vous êtes d'accord avec moi que, en ce qui concerne les Ivoiriens, le président Alassane Ouattara a prêté serment sur le Coran le jour où il devait prendre fonction. Ce n'est pas rien, c'est significatif. Ce qui veut dire que la Bible et le Coran, qui sont dirigés par les pasteurs et par les imams, sont des moyens pour amener le peuple à la lumière. 20 ans de prison en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que c'est? C'est une technique de domination qui date depuis le temps du premier président, le président Félix Houphouët-Boigny, sous l'appellation complot de chat noir. Houphouët était d'abord préfet. Il était envoyé en Côte d'Ivoire comme préfet de France. Il était préfet français en Côte d'Ivoire et il devient plus tard président de la République. Houphouët a une très grande histoire avec la France. Houphouët était ministre de la Santé en France. Il était député français de 1945 à 1959 et il fut président par intérim du gouvernement français. Il a été président de France, même si ça a duré 2 jours, 3 jours. Ça est dans l'histoire qu'il fut président français. Donc, en un mot, il était français. Et vous allez constater que tous ceux qui gouvernent la Côte d'Ivoire, il y a eu 2 qui ont été seulement que des Ivoiriens d'origine. Nous allons lire dans Matthieu 2, verset 16. Matthieu chapitre 2, verset 16. La Bible dit dans Matthieu 2, verset 16, « Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoyait tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. » Parce qu'au fait, quand les mages étaient de passage, ils ont été interrogés parce que d'abord, eux, ils ont posé la question. On dit, le nouveau roi est né là, il est né où? Donc à partir de là, la nouvelle est allée jusqu'au roi Hérode. Et ils ont dit à Hérode, mais il y a eu un groupe qui est passé ici là. Ils ont dit qu'il y a un nouveau roi qui est né et ils s'en vont le chercher. Et Hérode leur dit, mais maintenant comment ça s'est passé? On leur a dit que quand ils vont revenir, ils n'ont qu'à passer ici. D'accord, je les attends. Dès qu'ils arrivent ici, là, faut pas, vous allez les laisser partir. Coincez-les à aller voir ce nouveau roi, là, vous me l'amenez. Mais quand les gens venaient, ils ont pris un autre chemin. Ils ne sont plus passés par Hérode. Donc, la date qu'ils ont donnée à Hérode, cette date est passée. Et Hérode s'est rendu compte qu'ils l'ont joué. Donc c'est pourquoi il a dit qu'il a été joué par les gens là. Il dit qu'il a été joué par les personnes là, ils l'ont trahi. Ils ne lui ont pas donné la date ni le lieu.
Alors qu'est-ce que Hérode va faire? Hérode massacre des innocents à Bethléem. Pourquoi ce mal? Les enfants de 2 ans. Quelle force qu'ils ont? Mais simplement parce que Jésus, sa naissance était parmi cette date-là. Et il fallait tuer, éliminer toute cette date-là pour ne pas que Hérode ait un concurrent. Donc, pourquoi ce mal? C'est parce que le roi Hérode a appris qu'un nouveau roi était né à Bethléem. Hérode était un personnage cruel, il était méchant. Et il craignait d'avoir un rival, un concurrent de son royaume. Et la naissance de Jésus est supposée être une mauvaise nouvelle pour le roi Hérode, qui veut alors défendre son royaume. Il ne veut pas partager ce pouvoir avec personne, avec quelqu'un d'autre. Et lorsqu'il a appris cette nouvelle, il était préoccupé, jusqu'à ce qu'il ait tué les enfants de 2 ans de cette époque, de 2 ans jusqu'en bas. Maintenant, nous allons faire une comparaison entre Hérode et son pays et la Côte d'Ivoire et ses dirigeants. Houphouët-Boigny, dans les années 59, défendait la République française et non la République ivoirienne. Parce qu'il était français, en fait. Il était député en France. Il fut ministre en France. Il fut président français par intérim, mais ça n'a pas duré. Même si c'est 1 heure de temps, c'est important dans l'histoire de la France. Donc, il a été envoyé pour assumer une responsabilité, mais pour le compte des Français. Et alors, comment trouver des moyens pour éliminer des gens qui luttaient effectivement pour l'indépendance de leur pays, pour la liberté de leur peuple? Le complot viendra de la France. Ce qu'on appelle à l'époque le complot du chat noir. Le complot du chat noir est le nom caché d'un coup d'État contre Houphouët, qui aurait été fomenté en 1959 par son bras droit, Jean-Baptiste Moquet. Mais en vérité, il s'agit d'un complot imaginaire. Et ce complot imaginaire qui a tué beaucoup de politiciens ivoiriens et qui luttaient pour une Côte d'Ivoire indépendante. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis la Bible que la défense du pouvoir, l'amour du pouvoir, ou le fait de ne pas partager le pouvoir existe. Ce n'est pas de notre temps. Si Hérode s'est permis de tuer les enfants de 2 ans et moins, c'est juste à cause de ce qu'il voudrait conserver à tout prix son pouvoir, mais au profit de la France. Parce que notre pays, la Côte d'Ivoire à cette époque, n'avait pas d'armée. C'était l'armée française, au temps d'Houphouët. Et donc le complot du chat noir a tué beaucoup d'Ivoiriens. Les familles sont restées orphelines. Ces techniques sont des moyens pour supprimer et humilier indirectement les adversaires. Mais à la fin des années 2011, le système a été introduit sous la nouvelle appellation RHDP, qui n'est rien d'autre que la continuité du travail du président Houphouët-Boigny au service des Français. RHDP n'est pas un parti ivoirien,
c'est un parti français. Ça a été créé en France. Les dirigeants de RHDP ont été convoqués par le gouvernement français, par l'État français. Et c'est en France que ce parti a été créé et signé par des dirigeants et les Français eux-mêmes. Donc, c'était simplement pour dire que Ofo était français. Il était venu en Côte d'Ivoire pour faire un travail pour les Français. Et RHDP a été créé aussi en France. Mais pourquoi un parti qui doit diriger la Côte d'Ivoire ne crée pas en Côte d'Ivoire alors que la Côte d'Ivoire existe comme une république? Et après la guerre, cette guerre qui a été conduite par une rébellion et qui a été alimentée par le gouvernement français. Les armes venaient de la France et passaient par le Burkina pour attaquer la Côte d'Ivoire. Et lorsque les militaires rebelles n'ont pas eu la force pour atteindre l'objectif, alors les Français ont dit que nous avons des ressortissants à Boaké, on ira les chercher. Et ils ont profité pour tirer contre eux-mêmes leur propre avion de chasse et pour dire que le gouvernement avait tiré contre leur avion, alors il faut forcément éliminer ce gouvernement et son président. Voilà comment la guerre a été amplifiée. Et quand ils n'ont pas pu, ils ont pris des avions de guerre pour venir bombarder une résidence où se trouvent des gens pendant une semaine. Ce qui signifie simplement que la convention qui a été signée en France par RHDP après la guerre de 2011 était pour faire un travail pour les Français, comme Ofo l'a fait à son temps. Donc RHDP n'est pas un nouveau parti. C'est la continuité d'Ofo président, Ofo député et Ofo ministre de la République française. Nous allons voir dans Jérémie 31, verset 15. Jérémie chapitre 31, verset 15, la Bible dit: Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris de Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Ici, il est question d'une mère qui pleure, mais un peuple qui pleure ses enfants. Et vous voyez que c'est dur quand une femme aime son enfant, une mère aime son enfant, et que d'un coup, on vient arracher ses enfants de ses mains et on l'assassine, comme ce qui s'est passé à Bethléem. Les femmes qui allaitaient des enfants, on venait apprendre ça dans leurs bras et devant elles, on les assassinait au temps du roi Hérode. C'était des choses dures, des choses difficiles. Et ici, dans Jérémie, la Bible dit que Rachel pleure. Elle pleure ses enfants qui ont été assassinés, qui ont été tués. En Côte d'Ivoire, jusqu'à aujourd'hui, on entend des cris des familles qui refusent d'être consolées, qui refusent d'être consolées sur leurs enfants et leurs parents emprisonnés et tués. Pendant l'époque de la guerre, c'était des choses difficiles. Lorsque j'étais en vacances à Man, j'ai vu une histoire qui était très triste. Lorsque je payais mes habits traditionnels avec un marchand, dans la conversation, lorsqu'il m'a dit: mais monsieur, pour vous c'est bon, vous étiez à l'étranger. Nous avons fui la guerre, nous avons connu la guerre. Man sentait, les corps étaient dans la rue. Il me dit: mais l'administration ne fonctionnait plus, il n'y avait plus de mairie. C'était les civils qui se cherchaient
qui cherchait maintenant à libérer parce que l'odeur était en train d'empoisonner toute la ville. Il me dit, mais je vais te conter mon histoire. J'étais avec mon fils et on courait, on était en équipe. Il y avait des gens qui connaissaient le lieu, une femme était avec nous. Et quand on est arrivé au niveau de la piscine de Mans, l'enfant pleurait sur le dos de la femme. Et les gens lui ont dit, madame, arrête-toi. Les âmes parlent. Tu ne peux pas nous suivre avec les pleurs de ton enfant. Elle dit, mais je fais comment? C'est mon bébé. On dit, sépare-toi du bébé ou tu restes. Il me dit, monsieur, devant moi, la femme a enlevé son enfant au dos, elle a plongé dans la piscine. Moi, j'ai commencé à pleurer quand j'ai vu la femme, ce qu'il me disait lui. Mais mon tour est arrivé, c'est qu'ils ont tiré et l'âme a touché mon fils. Et mon fils m'a dit, papa, il ne faut pas me lâcher les mains. Depuis longtemps, de là-bas, tu as ma main dans ta main. Il ne faut pas lâcher, je t'en prie. Les ennemis m'ont touché. Mais les gens étaient en train d'avancer. Le monsieur prenait du retard, il ne connaît pas le lieu. Les ennemis avançaient avec les armes. Les fusils parlaient. Le monsieur a abandonné son enfant aux mains de l'ennemi. Et quand il a dit, il a commencé à pleurer. Et moi aussi, j'ai commencé à pleurer. Et je lui ai dit qu'il devait rester longtemps pour payer d'autres choses, mais je m'en vais. Parce que la nouvelle que tu es en train de me donner est triste. Ça, ce sont les nouvelles de la guerre. Ce sont les conséquences de la guerre. Et ici, là, on parle d'un enfant. Comme il parlait de son enfant, et comme il parlait de l'enfant de la femme qui pleurait, l'enfant qu'elle aimait, qu'elle ne voulait pas laisser à la maison, qu'elle ne voulait pas que la guerre touche cet enfant, elle voulait sauver l'enfant. Mais c'est elle qui a pris l'enfant au dos, pleuré, elle a jeté, plongé dans la piscine de Mans. Et puis elle les a suivis. Rachel pleurait ses enfants. Et en Côte d'Ivoire, des familles pleurent actuellement leurs enfants, tués, et d'autres sont encore, pour ceux qui ont la chance, emprisonnés. Donc ces techniques de domination et d'intimidation sont définies comme des stratégies de manipulation par lesquelles un groupe dominant maintient sa position par les armes. Quand les armes parlent, les hommes s'éteignent. Personne ne parle. Quand les armes parlent dehors, on attache la bouche des enfants avec des pailles pour ne pas que ces enfants parlent, pour ne pas que ces bébés crient. Parce que les armes parlent. Et donc, dans un pays, quand ces choses arrivent, il y a des groupes de personnes qui s'installent ou qui s'autoproclament responsables de tout, mais par les armes. Parce que quand on a les armes, on a le pouvoir. Et l'expression 20 ans est utilisée pour désigner la culpabilité des politiciens des partis anti-système français. 20 ans n'est pas pour quelqu'un qui fait partie du parti. C'est pour les gens qui sont anti-système français. Comme les Jean-Baptiste Moquet ont été victimes au temps d'Houphouët. Comme beaucoup d'autres personnes ont été assassinées au temps d'Houphouët. De même, pendant la guerre, on cherchait la maison des gens qui sont anti-système français, c'est-à-dire qui ne font pas partie de la rébellion. Par exemple, la traite des Noirs ne fut possible que par des Noirs. Ne fut possible que parce que des Noirs capturaient d'autres Noirs pour donner aux Blancs. Le Blanc ne connaissait pas le campement des Noirs. D'autres Noirs étaient cachés depuis dans des coins lointains, dans leur campement. Ils se sont réfugiés là. Mais les chefs de canton, les chefs du village connaissaient et ils déléguaient des gens à aller les déloger. Donc, ça a été possible que parce que des Noirs capturaient d'autres Noirs. 20 millions d'esclaves noirs
ont transité par une île située au large de Dakar, Sénégal. Mais beaucoup d'entre eux ont succombé à cause des privations de nourriture et des mauvais traitements. Ils sont morts. C'est triste. Mais simplement, c'est parce que d'autres Noirs ont mis leurs intérêts devant toute chose. Ils prenaient des petits miroirs avec les Blancs pour aller capturer des multitudes d'hommes à cause du petit miroir. Ils se regardent, disent, mais c'est bon, mais je suis ici. Et à cause de ça, des familles qui sont en train de travailler dans leurs champs seront délogées, capturées et remises entre les mains des colons. C'était triste. Ce type de manipulation par un gouvernement a pour but de jouer sur la mentalité de la population. C'est la mentalité qui est détruite. Donc c'est pour jouer sur la mentalité de la population. C'est la manipulation psychologique. C'est-à-dire une méthode délibérément mise en œuvre dans le but de contrôler les pensées, les choix, les actions d'un peuple pour l'intimider. Parce que pour intimider un peuple, il faut le connaître profondément. C'était pour intimider le peuple. Donc quand on prend les armes, on intimide le peuple. Et on les utilise à leur guise. C'est comme ça qu'ils le font. Donc c'est aussi pour obliger toute une population à une soumission non volontaire ou consentie. Et ce type d'influence mentale fait penser au lavage de cerveau. S'ils ne se soumettent pas, on va leur laver le cerveau. Elle donne un trouble obsessionnel compulsif. Elle concerne le plus souvent des personnes opposées à la politique de l'État. Exemple. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y avait des murmures qu'il existait dans le pays un mode d'empoisonnement qui s'appelait la fiole. Et cela a provoqué un trouble obsessionnel compulsif. La peur. La peur. La peur d'attraper des maladies en touchant les mains, en saluant des gens, en touchant les objets, comme les poignées de porte des bureaux, parce que c'était devenu très éparpillé, au point où les gens avaient peur d'aller à la réunion. Et quand ils vont à la réunion, ils ne se saluaient plus. Parce que tu as peur de saluer quelqu'un et puis prendre la maladie. Ou tu as peur d'être la première personne à ouvrir la porte du bureau. Souvent les directeurs arrivent, ils ne veulent pas ouvrir la porte de leur bureau. Ils appellent la secrétaire ou ils appellent le gardien. Et pardon, viens, ouvre-moi la porte là. Mais pourquoi toi tu n'ouvres pas? Parce que pour lui, il se peut qu'on passe un peu de produit de fiole, il prend la main, et puis dès qu'il respire, il est mort. Et cette peur-là était là. Et au cours des réunions, on a peur. On a peur de se parler. On a peur de vivre. On a peur d'aller à la réunion. On a peur de se familiariser. Et les troubles obsessionnels, compulsifs, déclenchent des pensées dérangeantes envers les collègues de service.
Parce qu'on ne pense plus bien de l'autre. Et ces obsessions se focalisent sur des thèmes précis, tels que la peur de faire l'erreur, pour éviter d'être empoisonné, tué ou être jeté en prison pour 20 ans. Et les gens vivaient dans cette situation triste. Et même jusqu'à aujourd'hui, les gens vivent dans cette situation triste en Côte d'Ivoire. Ils ont peur d'être empoisonnés. Comme le disait l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko, paix à son âme, dans son lit de l'hôpital, ils m'ont eu avant de mourir. Ils m'ont eu signifie beaucoup de choses. Il s'est rendu compte que ce sont ses propres gens de son parti qui l'ont assassiné. Parce qu'il a été empoisonné à partir de l'intérieur. Donc les gens avaient peur. Les gens avaient peur de vivre quand il y avait ces rumeurs. Si ces rumeurs sont vraies, c'est que c'est la mauvaise politique. Et nous allons lire dans Matthieu 12, versets 25 à 26. Matthieu chapitre 12, versets 25 à 26. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Voici ce que dit la Bible. Et maintenant, le verset 26. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Mais c'est très important ce que ce passage nous dit. Ici, Jésus veut faire comprendre à son auditoire, le mot division. C'est pourquoi il leur dit: tout royaume dont les habitants luttent les uns contre les autres finit par être détruit. Si dans une famille, les propres membres s'attaquent entre eux, la famille finit par se diviser. Et quand elle est divisée, elle est détruite. Parce qu'une famille est faite pour s'unir. Donc c'est le même dans les partis politiques. Un parti politique est fait pour travailler pour un même but, aller au pouvoir. Donc c'est pour la prospérité de leur parti. Et Jésus a dit ici que tout royaume dont les habitants luttent les uns contre les autres finit par être détruit. Un État dictatorial protège toujours des personnes qui le soutiennent, même quand elles le font mal. Même quand ce qu'elles font n'est pas bien. L'État doit les protéger. Parce que ceux-là travaillent pour le compte de l'État pour que l'État continue d'exister et de dominer sur les autres. Satan ne peut pas chasser Satan. Et vous prenez le verset: Satan ne peut pas chasser Satan, pour l'adapter à cette politique dont on parle. La politique des uns contre les autres est une civilisation de l'Occident en Afrique noire. Ce n'est pas contre eux-mêmes, c'est contre les Noirs. Et le système de pouvoir, le système du pouvoir, conflit d'intérêts et rapport de force, ça, les Français et des Européens ont créé en Afrique noire pour pouvoir les dominer.
c'est pour les dominer. Et la manipulation mentale a pour but de contrôler psychologiquement des personnes noires. C'est pour mettre dans le cerveau de l'homme noir que si tu fais, on va faire comme ça, et il est troublé mentalement, et il se soumet, il accepte, même quand il n'est pas d'accord. Il n'a pas de force. Donc, plus précisément, c'est la modification de l'état mental d'un homme. C'est la modification de l'état mental d'un individu par un autre. Il change tout dans ta tête. Il change tout. Une fois, on était à Abidjan, on était de l'autre côté du pont Félix-Houphouët-Boigny, on était à Treichville, et puis les militaires étaient en grève. Et puis, bon, il y avait mutinerie. Et d'un coup, moi je vis vers l'autre côté du pont, et on est venu en groupe, on est là, il n'y a plus de bus, plus de transport dans le secteur, tout est arrêté. On arrive, on nous dit, mais vous voulez quoi? On dit, on veut traverser, mais le pont est fermé. Mais on fait, allez, ils ont commencé à tirer, allez, rentrez en bas du pont. On est rentré là où le train passe, là. Tous. Il n'y a pas, on est allé, toute la délégation, tout le groupe, tout le monde rentre en bas du pont. Là où le train, c'est-à-dire que nous, si on croisait le train là-bas, ça c'est notre problème. C'est par là qu'on est passé tous pour aller de l'autre côté du pont. Ça veut dire que les armes, c'est pour intimider les gens. C'est pour changer la mentalité des gens. C'est un moyen de force qui traumatise. Parce qu'ils vont tirer. Celui qui est mort là, il est mort. Ça, c'est mutinerie militaire. Ça ne va quelque part. Donc, c'est ce qui arrive souvent dans nos milieux. C'est pour changer, c'est la manipulation mentale a pour but donc de contrôler psychologiquement des personnes noires. Et je disais que ici, plus précisément, c'est la modification de l'état mental d'un individu par un autre. En utilisant parfois des moyens de mensonge. Or, nous savons tous que la désinformation est une arme de guerre. La désinformation est une arme de guerre. Elle est cependant utilisée comme la propagande pour manipuler l'opinion publique. C'est ça, la désinformation. Et si tu crois, tu es dedans. À l'époque, ce qui gagnait beaucoup les gens en Afrique, les pays qui ont été colonisés par les Français, c'est qu'ils ne permettaient pas d'autres voies pour permettre au peuple de comprendre les nouvelles qui venaient d'ailleurs. Donc, il y avait seulement les médias français, France 24, TV5, RFI, point. Ça s'arrêtait là. C'est ceux-là seulement qui étaient autorisés. Donc, c'est eux qui manipulaient les nouvelles. C'est eux qui faisaient les propagandes pour manipuler l'opinion publique. Non, c'est ceux-là qui étaient écoutés. Vous êtes tous branchés chaque jour sur la radio pour écouter. Et ce qu'on vous dit là, c'est ça que vous croyez. Bon, maintenant, avec le temps moderne, tout a changé. Tout a changé. Les réseaux sociaux ont tout changé. Si tu donnes une mauvaise information aujourd'hui, demain, même à partir d'aujourd'hui, à partir du soir, tu as la contradiction. Et avec les preuves, avec les photos, avec tout. Voilà ce qui met aujourd'hui la France dans les problèmes en Afrique. On les chasse partout maintenant. On les a chassés au Mali, on les a chassés au Burkina à cause des mauvaises informations. Or, c'est des choses auxquelles on croyait à l'époque. Quand on dit que tel est mauvais, on dit « Ah, il est mauvais, hein, la radio a dit. Ah, il est mauvais, hein, la télévision vient de parler. » Ça, c'est la manipulation.
de l'opinion publique. La désinformation est l'une des manipulations les plus difficiles à déceler et à identifier. C'est difficile. Quelqu'un peut mentir, un journaliste s'assoit, il ment. Avec les preuves des intellectuels comme ça, souvent tous sont des docteurs, mais ils ont été formés pour ça. Et on a mis dans leur esprit là-bas que vous allez pour défendre l'Élysée. Et quand vous dites la contradiction dans la télévision ou à la radio, vous serez radié de votre poste. Donc, ils sont formés pour ça. Donc, leur doctrine était de changer l'opinion, de monter les gens les uns contre les autres. Et c'est pourquoi c'est l'un des principaux points forts de la société occidentale. L'instigateur de la fausse nouvelle a un but, c'est pas pour rien. Il a un but à atteindre. C'est pour endormir la conscience de son entourage. C'est ce que font les Occidentaux en Afrique. Beaucoup n'ont pas les moyens pour écouter ou pour voir ce qui vient de loin. Et ils croient à ce qu'on leur dit de près. Et la manipulation ou l'intimidation est un système pour détourner les autres de la réalité. Et cela peut provoquer une violence morale parce qu'elle a pour unique but de rompre l'autonomie de la personne par une contrainte obligatoire. Chacun est autonome, chacun pense, chacun réfléchit. Mais quand on a détruit ton autonomie, c'est fini. Tu ne peux plus rien faire. Chacun doit être autonome. Et elle consiste aussi à entrer dans l'esprit de quelqu'un pour y déposer une intimidation ou provoquer un comportement sans que ce quelqu'un-là sache qu'il est victime de l'enlèvement de tout dispositif de défense contre son ennemi ou des circonstances graves et certaines infractions. Tu ne peux plus. Parce qu'on a enlevé ton autonomie. On a enlevé ton âme de défense. Et tu ne peux plus te défendre. Le but de la manipulation d'un pouvoir dictatorial est de réduire à néant la liberté du manipulé. Si toi tu es manipulé, alors ta liberté est réduite. Tu ne peux rien. C'est pourquoi il faut faire attention à la manipulation. C'est un domaine qui tue. C'est aussi pour identifier le comportement du peuple en résistance. Quand il y a un peuple en résistance, on étudie leur comportement avant de les attaquer. Donc, un peuple en résistance, c'est une manipulation du peuple en résistance pour mieux les combattre et le vaincre. Parce que le combat, c'est pour vaincre. Et en construisant un message artificiel pour s'imposer à lui et pour qu'il soit confronté à de sérieuses difficultés pour céder à la pression de son influence et son intimidation. Donc le but est clair. On ne fait rien dans le hasard. La première difficulté vient du fait que l'État met la population dans une situation contradictoire en voulant
lui garantir son autonomie par une politique de contrôle. C'est contradictoire. Maintenant, ainsi, le peuple a une dépendante obligatoire à sa politique. Ainsi, le peuple troublé, le peuple traumatisé, vit continuellement dans la peur. Et quand on vit dans la peur, il est difficile de réactionner. Il est difficile de réagir. Nous allons voir dans Galates 5, verset 1. Galates chapitre 5, verset 1, la Bible dit: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. La servitude, c'est l'esclavage. Et d'autres acceptent encore de se soumettre sous le contrôle de l'esclavage. Et ils redeviennent esclaves. Ce que Dieu n'a pas permis aux enfants d'Israël. Il leur a dit sortir de l'Égypte. Mais beaucoup préfèrent venir en Égypte que de vivre au désert en cherchant son indépendance en Israël aujourd'hui. Et Paul écrit cette lettre à cause des faux frères. Des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés dans l'église de Galate. C'est à cela que Paul a écrit cette lettre. Parce qu'ils se sont glissés dans l'église pour observer la liberté qu'ils ont en Jésus-Christ. La liberté que les enfants de Dieu avaient en Jésus-Christ, eux, ils se sont glissés comme des frères, comme des chrétiens dans l'église, mais avec l'intention de les asservir, c'est-à-dire les réduire à l'état de dépendance complète à la fausse doctrine. Donc Paul a constaté ça, et Paul leur a envoyé une lettre, parce que quelque chose se compliquait là. Aux yeux de Paul, le respect des commandements divins était bafoué par des faux frères infiltrés à l'église. Et la vie des vrais chrétiens était en danger. Certains chefs d'État aujourd'hui sont comparés à cela. Certains chefs d'État en Afrique sont des colons noirs. Et ils sont considérés comme des faux frères. On les appelle nos frères noirs, nos chefs d'État. Ils sont noirs comme ils ne sont pas noirs comme nous. C'est leur peau qui est noire, mais leur mental est blanc. Leur pensée est blanche. C'est des faux noirs, c'est des faux frères. Dominant sur d'autres noirs pour servir d'esclaves et pour enrichir leur maître blanc. Voici le problème. L'uranium vient d'où? De France. Pour faire résister la France. Pour faire de la France aujourd'hui une puissance mondiale. Ça vient du Niger. Ça vient du Congo. Et la France ne peut pas se séparer de ces pays-là. Le Congo, le président, il reste comme il veut. Il n'y a rien. La France ne peut pas agir parce que c'est la France qui lui dit reste là. Tant qu'on peut exploiter l'uranium, tu restes là. La France n'est pas producteur de pétrole, mais la France a toujours du pétrole. Ça vient d'où? Ça vient de l'Afrique. C'est à cause de la richesse qu'ils ont tué Kadhafi. Parce que Kadhafi avait fait barrage. Il empêchait les Occidentaux de rentrer en plein désert. Et pour profiter des biens qui sont là-bas. Il fallait l'assassiner, il est devenu un problème. Ils se sont acharnés sur Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire pour bombarder sa résidence pendant une semaine. Ils sont rentrés, ils ont pensé qu'il est mort, parce que c'est le cadavre. On rentre, il est assis. On le prend, on l'envoie en prison au nord, en Côte d'Ivoire. Après, on l'envoie à ces pays.
C'était quoi? Parce qu'il a dit, il faut vivre son indépendance. Et il a créé une banque nationale. Non seulement ça, lorsqu'il est venu au pouvoir, il a vu que le bâtiment qu'on appelle la présidence là, il faut payer la facture à la France, c'est loué. Une présidente de ton pays, tu payes la facture à la France. Pourquoi? Il a dit, mais je ne peux pas payer. Parce que ça a été construit avec l'argent de mon pays. Et c'est un bâtiment qui se trouve sur mon territoire, n'a pas été, c'est pas un bâtiment français. On dit, c'est que tu vas partir d'ici. Tous tes amis qui passent par ici, là, ils payent ça à la France. Ça, c'est un. Toutes les sociétés d'ici, là, tu dois les privatiser. Seule la France a autorisé pour donner contrat à des sociétés nationales. C'est des choses qui ne se comprennent pas. Et donc, quand un président dit non, il sera victime. Voilà ce qui a fait que tous les pays se sont réunis pour faire la guerre contre la Côte d'Ivoire. Pendant 10 ans. Et finalement, comme il n'y avait pas d'autre possibilité, il fallait prendre l'avion pour bombarder et attraper la personne pour mettre leur personne. Et c'est dangereux. Donc Paul a vu qu'il y avait des faux frères. Et les faux frères travaillaient pour leur maître blanc. Donc l'histoire nous apprend, ici, là, quand on voit ici, l'histoire nous apprend les assassinats des leaders indépendantistes d'Afrique dans les années 1960 avec l'aide des faux frères, des colons noirs qui se disent présidents de la République dans les pays noirs, mais en réalité, ils sont français. Ils sont blancs. L'assassinat du Congolais Patrice Lumumba par les services secrets belges. Le Camerounais Félix Moumié, empoisonné par les espions français à Genève. Et Niobé, tué par les soldats français. Ils ont même déchiré toute sa tête, tellement que ça les énervait, parce qu'il était opposé à la France. Il y a le Centrafricain Barthélemy Boganda, qui fut même député français, mort dans un accident d'avion suspect. Parce qu'il a changé sa veste, la politique contre la France. Et la Côte d'Ivoire, on trouve des faux frères en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on trouve des faux frères. Des faux frères qui ont fait la guerre contre la Côte d'Ivoire, mais qui étaient parmi les habitants. Des gens que tu considères comme tes voisins. Alors qu'en réalité, ce sont des gens infiltrés. Donc on avait des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés dans le pays pendant des années pour faire des études. Des études proches de ceux qui vivent avec eux. Avant la guerre. Pour observer la liberté des Ivoiriens. Avec l'intention de les remplacer par un peuple étranger. Donc tout était préparé. On avait infiltré des gens pour faire ce travail. Changer des institutions, changer leur institution, changer leur civilisation, changer leur culture et leur liberté. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui en Côte d'Ivoire. À partir du moment où la Côte d'Ivoire n'a plus de police nationale, et à la police nationale, c'est les Français qui sont à la tête, qui donnent les instructions. Les militaires, c'est la même chose. La gendarmerie, c'est la même chose. C'est que le pays a perdu sa liberté. Et nous allons terminer par l'histoire d'un roi de Samarie. Nous allons terminer par l'histoire d'un roi de Samarie. L'histoire est longue. Nous n'allons pas tout lire. Mais elle est identique à celle de Côte d'Ivoire pendant la guerre de 2011. Nous allons lire dans 1 Roi 21, 1 à 16. Mais, comme c'est long, nous allons prendre seulement que 2 versets. 1 Roi, chapitre 21, versets 1 à 16. Et nous allons prendre, si vous avez le temps, vous pouvez lire tout entier. Moi, je vais prendre seulement le verset 2 et le verset 3 pour commenter parce que
pour qu'on reste dans le temps. Le verset 2. Akab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Et je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Verset 3. Mais Naboth répondit à Akab que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes parents. Point. Nous allons nous inspirer de ça, de ces deux versets-là. Les faux frères avaient une consigne de guerre en Côte d'Ivoire en 2021. Une consigne de guerre en 2021 en Côte d'Ivoire. Celui ou celle qui tue une famille ivoirienne devient héritier et propriétaire de ses biens. C'est ce que le roi Akab a fait ici en son temps. Le roi Akab ne pensait qu'à lui-même. Lorsqu'il convoitait un champ de vigne près de son palais. Et les consignes de guerre qui ont été données en Côte d'Ivoire, c'était ça. Si tu rentres dans une famille, si tu tues la famille, tu prends sa maison, tu prends sa plantation, tu prends tout ce qui lui revient. Actuellement, à Boaké, c'est ce qui se produit. Les rebelles avaient Boaké comme leur siège. Et on convoitait des grandes maisons. Parce que ton voisin te connaît. Et d'autres même qui ont travaillé dans les champs de certaines personnes, étant manœuvres, ils profitent de l'occasion pour tuer leurs patrons, leurs femmes, tous leurs enfants, et puis ils s'installent. Et puisque c'est le consigne de guerre, dès que le gouvernement est arrivé, le gouvernement a privilégié ça. Parce que c'est eux-mêmes qui leur avaient dit de faire, pour qu'on puisse les soutenir dans la guerre. Voilà les consignes de guerre qui ont été données en Côte d'Ivoire. Et des multitudes de familles qui étaient posées, qui étaient bien, qui avaient les moyens, cherchaient la sueur de leur front, ont perdu la vie à cause de la convoitise. Akab était ici, là, c'est ce que le roi Akab a fait. Il voyait toujours quand il vient dans son bureau, il voit un champ de vigne à côté de son palais. Et ça produisait bien, c'était bien soigné, c'était pour ces familles pauvres là. Donc, ils prenaient tout leur temps, c'était toute leur richesse. Et ce qui s'est produit en Côte d'Ivoire. Et ils ont tué, non seulement à Boaké, mais ils ont tué comme ça jusqu'à rentrer à Abidjan. À Abidjan, ils ont confisqué beaucoup de maisons, beaucoup de comptes bancaires, ils se sont repartis l'argent là. Tous ceux qui sont morts, l'argent est resté avec eux. Tous ceux qui sont allés comme des réfugiés politiques, qui ont pu se sauver la vie pour sortir, ils ont bloqué leur argent, ils se sont partagés, compte vide. Moi, j'avais une pension. J'ai fait un accident de travail. Lorsque je travaillais, j'ai fait un accident de travail à Yamsoko. Et puis, bon, la CNPS m'a dit qu'on va te payer à vie parce que l'accident était grave. Quand ce gouvernement est venu, ils ont dit que tous ceux qui passent 2 ans en dehors du territoire de Côte d'Ivoire, ils sont considérés comme des gens de l'équipe de ceux qui étaient dans le pouvoir à l'époque. Donc on bloque leurs biens. Moi aussi on a bloqué mon compte. On a bloqué mon compte, on a bloqué ma pension. Mais ma dernière pension que j'ai prise, ça a été une chose bizarre. Au lieu de prendre ça à la CNPS ou au lieu de me faire un virement, je l'ai trouvé dans un silver. Ce que nous appelons en Espagne ici l'hôpitorio. Un service d'État. Caisse nationale de prévoyance sociale. Ton argent quitte depuis ton compte de la Caisse nationale de prévoyance sociale et qui se retrouve dans Silver, dans une zone de téléphone. J'ai dit quand on m'a envoyé là-bas, j'ai dit, mais j'ai fait quoi là-bas? Mais je veux partir là-bas. Je vais, effectivement, j'ai trouvé mon dossier. Et j'ai dit à la jeune demoiselle, tu peux me donner un reçu? Elle m'a dit, ce qu'on m'a interdit de faire, monsieur, c'est ça. Je peux vous donner l'argent, mais je ne peux pas vous donner le reçu. J'ai dit, mais prochainement, comment je peux alors percevoir mon argent? On m'a dit, mais c'est ce que je peux faire. Je ne peux pas vous expliquer plus. Je reviens au bureau de la CNPS, j'ai dit, mais je fais comment?
On m'a dit, mais si vous êtes considérés comme des gens du droit, hein, à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus obtenir votre salaire. Parce que vous faites partie du gouvernement qui a été remplacé. J'ai dit, mais moi, je suis à l'étranger, ça fait plus de 20 ans. On dit, c'est pas important. Et ma pension a été bloquée. Mon compte a été bloqué. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu pour eux. Donc, c'est comme ça que ça a existé en Côte d'Ivoire. Moi-même, je suis victime. Ici, c'est ce qui se passe, ce qui s'est passé au temps du roi Akab. C'était la convoitise. Et le roi se sent humilié. Parce que le roi Akab ne pensait qu'à lui-même. Donc le roi a été humilié parce que pour lui, le fait qu'on lui refuse de payer ce terrain, le roi se sent humilié. Et il s'irrita du refus du propriétaire. Et ce qui sera la raison de sa vengeance. Il va se venger simplement parce que le type a dit, mais je ne peux pas te vendre ça parce que c'est l'héritage de mes parents. Ce qui sera encore sa raison pour se venger contre le propriétaire. Pour commettre un meurtre en complicité avec sa femme. Ils vont le tuer pour prendre leurs biens. Donc, quand vous voyez souvent ces choses qui se passent, tout est dans la Bible. Les gens s'inspirent de la Bible. Ils lisent et ils s'inspirent de la Bible pour trouver des stratégies. Et le mot refus est la principale cause de la guerre en Côte d'Ivoire. Refus. Akab a utilisé le mot refus pour tuer le propriétaire. Parce qu'il a dit que c'est l'héritage de mes parents. Je ne peux pas te donner. C'est pour moi et pour mes frères. Donc ce mot refus là, c'est ça la cause principale de la guerre en Côte d'Ivoire. Le président actuel avait lancé sur tous les gens de son ethnie et sur la communauté internationale que la Côte d'Ivoire est devenue un pays de xénophobie. Et il a dit, on me refuse de porter mon boubou pour aller à la mosquée. On me refuse d'être président parce que je suis musulman du Nord. Ces trois principes ont amené la communauté internationale à le soutenir pour enlever le président sur place sans chercher à savoir si c'est vrai, si c'est faux. Donc le mot refus. Et c'est devenu une vengeance aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Pour que tu rentres maintenant à la police, il faut présenter ta carte du parti, de leur parti. Ou il faut que tu sois musulman, on te voit à la mosquée. Et pour Akab, une vigne en valait bien une autre. Ou bien elle pouvait être achetée. C'est ce qu'il a proposé à Akab, les deux solutions. Mais c'est ce qu'il a proposé à Naboth. Mais pour Naboth, la terre de ses pères a plus de valeur que l'argent. C'est pourquoi il a refusé. L'argent qu'un roi devait lui proposer était nombreux, c'était beaucoup. Mais la terre de ses parents, ce qu'il a hérité de ses pères, pour lui, ça avait une valeur que l'argent. Parce que cette vigne était l'héritage de ses pères, qui eux-mêmes l'avaient reçu de l'Éternel. À ce titre-là, elle lui était précieuse. Voilà ce qui va lui coûter la mort. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement, c'est ça. La Côte d'Ivoire est un pays riche. Et la Côte d'Ivoire est un pays riche et les étrangers venaient pour travailler pour les Ivoiriens. Donc, ces étrangers ont convoité et ils ont dit, bon, c'est mieux, on les tue et puis on prend. Et nous savons tous qu'en réalité, le pays appartient aux propriétaires de la terre. C'est ceux qui possèdent la terre qui possèdent le pays. Et que vendre la terre, c'est vendre le pays aux étrangers. Et le nouveau propriétaire dira,
aux personnes d'origine, mais vous êtes chez moi. Vous êtes chez moi. Comme des étrangers, parce qu'il devient maintenant un nouveau propriétaire. Il dit aux gens, vous êtes chez moi. Les enfants qui étaient là avant, puisqu'on a tué leurs parents, on a tué leur papa, on a tué leur maman, ils n'ont plus de défense. Donc, ils doivent quitter le coin. Et on leur dit, vous êtes chez moi. C'est comme ça. Il y a une nouvelle loi qui commence là, que très bientôt, ils vont mettre en valeur. Donc, si tu n'as pas encadré, tu n'as pas pris les topographes, tu n'as pas encadré vite les plantations, les biens de tes parents, ça revient à l'État. Donc, d'ici le mois prochain, il doit envoyer l'argent. Il faut qu'on encadre tous les biens de mon père pour que j'ai les papiers sur moi. Parce qu'il y a des gens qui travaillent dedans que je ne contrôle pas et qui sont d'origine guinéenne. Bon, maintenant, ici, pour terminer, souvenez-vous de la triste histoire de 800 personnes tuées à Djokoui et de milliers d'autres dans d'autres villes. Des femmes éventrées, des bébés égorgés et d'autres humiliations comme par exemple des chefs de famille violés par des soldats rebelles en présence de leurs membres. Mais c'était pourquoi? C'est pour la terre. C'est pour occuper leur terre. Et en conclusion, ils ont tué les Ivoiriens pour s'approprier de leur terre et pour devenir de nouveaux propriétaires et habitants de la Côte d'Ivoire. Donc le roi Akab a tué Naboth pour être le nouveau propriétaire. De même qu'en Côte d'Ivoire, on a semé la guerre, on a pris le pays en otage, on a tué 800 personnes dans une ville, un seul jour, simplement parce que la ville était bien, la ville avait la terre et c'était pour occuper la terre. Donc, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse.